Donc, pour la quatrième partie de notre entretien avec Yanis, là, je l'ai coupé, donc en faisant une petite blague anglo-saxonne, on parlait de la liberté de l'expression. Donc, je t'ai coupé. Qu'est-ce que tu disais, Yanis? Très bien. Donc oui, en fait, je voulais dire que parmi les façons de résister donc, au fascisme, il y en a une euh, par rapport à laquelle on n'est pas du même avis, selon d'où on vient et selon la culture qu'on a. En Espagne, en raison de l'expérience du franquisme, en Grèce, en raison de nombreuses dictatures, et en dernier lieu, celle des colonels entre 67 et 74, ou encore en France, on est plutôt d'avis qu'il ne faut pas laisser une totale liberté d'expression à ceux qui prônent la haine et la destruction d'autrui, l'élimination d'autrui. Et c'est le cas malheureusement d'une montée en puissance donc, du fascisme, et donc qui fait qu'il y a urgence à ne pas les laisser faire et dire n'importe quoi, et dire c'est déjà faire. Donc contrairement par exemple à Noam Chomsky et quelques autres qui ont par exemple signé ou soutenu la pétition pour M. Forisson, la possibilité de remettre en question des faits historiques maintes fois vérifiés. Euh, pour nous, il y a la nécessité vraiment de se méfier de ce pseudo-dialogue avec des personnes qui en réalité n'ont rien à faire du dialogue, qui veulent uniquement confisquer le pouvoir. En quelque sorte, pour le dire autrement, la liberté d'expression, le problème de la liberté d'expression, c'est avant tout celui des conditions dans lesquelles on peut vraiment établir un débat égalitaire. Un débat égalitaire, ça ne peut se faire qu'avec des personnes pour lesquelles on est a priori égaux, qui peuvent respecter a priori cette idée. Dès lors qu'il y a un présupposé contraire, ça semble déjà beaucoup plus difficile. Deuxièmement, un débat égalitaire, ça nécessite un peu d'honnêteté. Chercher ensemble une vérité, chercher ensemble une voie. Et en l'occurrence, si les personnes qui sont en face de nous passent leur temps à mentir, à pratiquer la démagogie, l'hypocrisie, la sophistique, uniquement dans le but de confisquer le pouvoir, de convaincre pour en réalité le confisquer, ce pouvoir, dans ce cas-là, le débat n'a aucun intérêt, même dangereux. Donc là, tu traites l'idée du débat, par exemple, et le débat comme façon de se former, de s'auto-former, de former des autres. Ça en est un sujet que tu traites dans le film Ne vivons plus comme des esclaves, à travers des espaces sociaux libres. Ça, c'est pas un terme que je connaissais avant avoir vu ton film. Donc, c'est quoi un tel espace, en fait? Alors, je vais quand même dire que historiquement, en plus, le débat avec les fascistes a conduit systématiquement à leur prise de pouvoir. Voilà, parce que ce sont des grands manipulateurs et que leurs idées semblent beaucoup plus simples, même si elles sont complètement fausses. Donc il y a aussi cette raison-là, c'était la troisième raison, je voulais quand même la signaler, c'est qu'historiquement, il a été vérifié, c'est le troisième argument, mais le plus important, je pense, que les laisser entrer, leur donner la crédibilité de cette façon, était la fin des haricots, en quelque sorte. Alors c'est vrai que la meilleure solution, c'est sans doute de créer de l'alternative, de proposer la mise en place d'utopies véritables. C'est vrai que ce concept de Michel Foucault d'hétérotopie est très intéressant parce qu'il nous dit en quelque sorte qu'il faut trouver un lieu pour l'utopie. Surtout qu'on ne sait pas quel était vraiment le mot dans l'Antiquité grecque, et si c'était atopos ou eutopos, est-ce que c'était un lieu qui n'existe pas ou simplement un lieu bon, sans préciser s'il existe ou pas. Et donc donner un lieu à l'utopie, c'est essayer de permettre à la fois la possibilité de le travailler, de l'expérimenter, d'expérimenter cette utopie, et deuxièmement de la donner à voir, parce que les gens ont besoin d'exemples, ils sont fatigués des discours, ils ont besoin de voir quelle pourrait être l'alternative, les alternatives possibles, et de voir que ça marche surtout. Et pour les outils de base, moi je veux un espace social libre chez moi. Qu'est-ce qu'il me faut en fait pour ça? Déjà, trouver un espace physique pour pouvoir s'organiser, même si avec Internet et plein de supports d'information, on peut aussi créer des espaces de réflexion, de discussion qui sont déjà un chemin vers l'utopie. Je crois qu'arriver à trouver des lieux de vie alternatifs où on puisse, par exemple, échanger des savoirs, donner dans la gratuité, créer des bazars gratuits, s'ouvrir aux autres et à des cultures différentes, proposer une contre-histoire de la pensée, de la philosophie, de la politique, essayer de développer les capacités, les qualités artistiques de chacun, favoriser aussi l'apprentissage d'un débat démocratique véritable qui soit beaucoup plus dans la recherche du consensus, de l'unanimité, dans le dialogue, dans la discussion. Voilà des moyens de créer des espaces utopiques. Donc voilà, bien des idées pour vous. Donc c'est bien d'aller voir des films, Ne vivons plus comme des esclaves et autres. Mais vous avez des outils, vous, à
à vous en servir aussi là. Donc ça on fait la quatrième partie de notre entretien. On a une petite dernière. Donc pour l'instant, c'est Patrick Chalmers avec Télémembran. Et on passe au cinquième bientôt.